La résilience, pour moi, c'est la capacité à savoir naviguer entre les moments très durs, qu'on accepte d'être balayé par la vie. T'as vu des momies à la télé ? C'est ton corps qui pourrit alors que t'es vivant. Maintenant qu'il m'est arrivé ça, merde, il y a intérêt que ma vie elle soit dingue. Et voilà, c'est un peu ça que je me disais en fait. J'arrive aux urgences, on monte en réanimation, et au bout de 2 jours, on me met dans le coma. Moi, celui que j'ai attrapé, c'est un des palus les plus mortels. J'essaie d'accepter, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Il y a Socrate qui dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. J'ai compris maintenant à quel point il faut se montrer petit devant la vie et arrêter de vouloir la contrôler, et que ça vaut plus que des pieds et des mains, ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Room. Aujourd'hui, je reçois une femme, mais aussi une maman au courage énorme. Il s'agit de Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va plutôt bien, ouais. Prête à nous raconter ton histoire ? Ouais. Alors, on va revenir donc sur toute ton histoire hors du commun, il faut le dire, puisque tu as été amputée des mains, mais aussi des pieds, suite à un paludisme sévère. Pour ceux qui ne le savent pas, pour commencer, c'est quoi le palud ? Alors, le palud, c'est une maladie, en fait, qui est transmise par un parasite qui se loge sur le dard d'un moustique. Voilà. Et quand le moustique te pique et qu'il a le parasite sur le dard, voilà, tu es infecté en quelque sorte. Et voilà, il y a plusieurs sortes de palus. Et moi, celui que j'ai attrapé, c'est un des palus les plus mortels, si ce n'est le plus mortel. Voilà. C'est quoi les différentes formes de palus ? En fait, c'est un peu comme la grippe, tu vois. Il y a des familles de grippe, des familles de palus, des familles de gastro. À l'intérieur de la famille de palus, il y en a 5 qui tuent. Et c'est celui-là qui est responsable des millions de morts chaque année dans le monde. Et voilà, et on ne sait pas grand-chose, en fait, sur ça. J'ai lu qu'il y avait 250 millions de personnes touchées chaque année, c'est énorme. Ouais. Et puis pas qu'en Afrique. Alors, en effet, l'immense majorité sur les territoires africains. Maintenant, on commence à avoir des cas de plus en plus importés. Donc le mien, par exemple, donc de gens qui prennent pas le traitement, comme j'ai fait, qui ont soit cette ignorance-là, soit cette inconscience, je sais pas comment on peut appeler ça, certainement un mix des deux, et puis qui importent la maladie sur le territoire. Et voilà, au final, c'est pas parce moi je me suis fait soigner en France, et pourtant mon pronostic vital était très sérieusement engagé, donc faut prendre ça au sérieux, quoi. Alors justement, on va revenir sur tout ça. Pour recontextualiser, c'est lors d'un voyage au Gabon que tu attrapes le palud. Ouais. C'était en quelle année ? C'était en 2023. Ok. Et tu partais dans quel cadre au Gabon ? Un cadre personnel. C'est-à-dire, je connaissais bien l'Afrique parce que j'avais été responsable export Asie-Afrique avant pendant une dizaine d'années peut-être, donc je voyageais beaucoup. Et puis j'avais pris le traitement contre le palud longtemps, et puis ça m'avait causé les désordres intestinaux que les gens connaissent, ceux qui le prennent. Alors c'est le Malarone, c'est ça, c'est le médicament contre le palud quand on va voyager dans ces zones à risque. C'est ça, ouais. Donc ça n'empêche pas d'attraper le palud, mais ça empêche d'attraper la forme sévère de la maladie. D'accord, ok. Quand même, hein. Maintenant, voilà, je l'ai pas pris parce que je me suis dit je l'ai pas pris pendant 6 ans, puis je suis pas tombée malade. Donc là, je suis partie comme une fleur, passer un mois au Gabon en février 2023, en pensant même presque pas à ça. Donc c'est un voyage que tu fais avec ton compagnon, c'est ça, pour rencontrer la belle famille. Voilà, mon conjoint de l'époque, pour rencontrer, puis connaître le Gabon parce que je connaissais pas ce pays-là. D'accord, ok. Alors comment se passe le séjour au Gabon avec ton compagnon ? Il est merveilleux parce que d'un côté c'est la découverte d'un pays, donc c'est génial. Après, c'est sans rentrer dans les détails, c'était une relation du point de là où je regarde aujourd'hui, une relation terrible. Une relation. On parle beaucoup de toxicité un peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais je pense qu'entre nous deux, on peut vraiment le dire. Ouais, donc on a emmené nos problèmes avec nous. D'accord. Pendant ce mois-ci, et forcément, ça a été. Donc c'était pas le voyage idyllique en amoureux comme tu pensais que ça pouvait l'être. Ouais, c'est ça. Grosse désillusion, ouais. On va apprendre par la suite d'autres choses sur ton compagnon. Donc du coup, tu dis qu'à ce moment-là, tu ne prends pas le Malarone. Ouais. Je prends pas et j'y pense pas. Je pars, je suis obsédée par ce voyage, et je me dis déjà, je suis hyper contente de repartir. Parce qu'il y a eu 2 années de Covid qui ont fait que j'ai pas mis les pieds hors du territoire français, et ça commençait à me manquer sérieusement. Et là, en plus, c'était pour voir un nouveau pays, et en plus, j'y passais 1 mois. Donc, c'est long, un mois. Vraiment prendre le temps de découvrir. De rencontrer des locaux, voir vraiment du pays, quoi. Donc, et puis en savoir un peu plus sur lui, sa famille, donc j'étais obsédée par ça. Le reste ne comptait pas vraiment.
Et donc ensuite, vous rentrez en France Ouais. et très vite, tu ne te sens pas bien. C'est quoi tes premiers symptômes ? État grippal, donc des petits frissons, un petit mal de tête, rien de bizarre. Ok. Tu penses Vraiment. que t'as quoi, toi, une grippe, en fait, tout bêtement ? Oui. Puis comme je vais jamais chez le docteur, même pour une grippe, je prends un Doliprane, une tisane et je me couche en me disant que ça va passer. Mais du coup, les symptômes ne passent pas. Ils persistent. Quand est-ce que tu te dis, bon, allez, là, je dois aller à l'hôpital ? Je fais je tombe dans les pommes 2 fois. Ah oui. En moins de 6 heures. Et là, je me connais quand même. Je me dis que... T'avais des douleurs où au ventre ? Nulle part. Non, nulle part. Mais j'étais dans un état d'épuisement que j'avais jamais connu jusqu'ici. Très fatiguée. Et là, je me disais quand même. Et puis, je commençais à vraiment pas me sentir bien. Vraiment un état grippal, mais très marqué. Très marqué. Donc, au final, pas plus qu'une grippe. Maintenant, c'est vrai que je tombais 2 fois dans les pommes. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que je tenais plus assise. Et là, quand même une grippe, c'est... Ouais. Mais j'ai pas pensé au palu. T'as pas c'est ce que j'allais te demander. T'as pas pensé au palu, du coup ? Toujours pas. Non. Ah ouais. tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose de plus important qu'une grippe, quoi. Je pense que je l'ai senti après, quand je suis arrivée en réanimation. Ouais. Je me sentais tellement mal. Là, ouais. Parce que du coup, t'arrives à l'hôpital, on te passe tout de suite en réanimation ? Oui, alors je fais quelques tests aux urgences, tu vois, prise de sang. Donc ils ont vérifié certainement Ebola, le palu. Bah oui, parce qu'ils t'ont demandé si t'avais fait un voyage récent. Ouais, il y a un moment quand même, j'ai pensé à le dire. Ouais. Bah oui, je pense qu'ils ont vite fait le lien, du coup, les médecins. Ils te l'annoncent tout de suite que c'est le palu, ils te l'annoncent au bout de combien de temps ? Au bout de 6 heures, le temps de faire les tests. Ah oui, donc c'est rapide quand même. 6 heures après ton arrivée à l'hôpital. Ouais, c'est rapide. Et puis on te donne une sorte de taux. C'est-à-dire un pourcentage qui correspond au taux de gravité finalement. Et là, on me parle pas à moi, mais j'entends une personne donner mon dossier à une autre personne, dire c'est un palu sévère. Ouais. Et à ce moment-là, toujours dans mon orgueil, dans mon déni, je me dis palu sévère, ça va, c'est... Ah oui, tu minimisais encore la chose, quoi. Ouais, je me suis dit au pire, allez, ils vont me garder 3-4 jours et puis réanimation quand même, ils exagèrent. Enfin, je suis toujours dans mon monde. Oui, donc à ce moment-là, tu minimises, tu regrettes pas, tu te dis pas, oh là là, j'aurais dû le prendre, ce Malaron, ce médicament. Non, pas du tout. Mais je me le dis toujours pas, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais non, je me le dis pas, je comprends que c'est grave. Parce que je vois qu'on me branche. Ouais. Et je connais la réanimation, puisque j'ai eu ma première fille est née à 6 mois de grossesse, donc elle est passée par là. Et on me branche, donc je vois bien qu'on va surveiller mon rythme cardiaque, ma fréquence respiratoire. Je connais ces machines, je connais les tracés, je connais ça par cœur. Oui. Donc tu vois quand même la gravité de la situation. C'est pas possible. Ouais. Donc là, je demande quand même. Je demande, mais est-ce que c'est grave ? Et là, on me dit, ouais, c'est grave. T'as peur à ce moment-là ? Ouais, là. Ouais, là, je fais plus la maline. Il y a plus de déni, quoi. Là, j'y crois pas quand même. J'y crois pas. Je me dis. Tu sais, quand on t'annonce quelque chose de terrible, t'as toujours envie de regarder derrière toi, voir si on parle à quelqu'un d'autre. C'était un peu ça l'impression que j'avais. Est-ce que à l'hôpital, ton état s'aggrave ? C'est quoi les douleurs que tu as ? Alors, les douleurs que j'ai, il commence à y avoir au niveau des pieds une douleur... c'est compliqué à décrire. J'avais froid aux pieds au début. Ok. Et après, c'est comme si mes pieds, je les sentais plus, mais je sentais que la douleur. Comme si tu laissais tes pieds dans la glace pendant plusieurs heures, en fait. Et donc, ça commençait à me torturer sérieusement. Ah oui, parce que ça fait mal. Ça fait très mal, ouais. Et en fait, c'est le sang qui commençait déjà à se retirer de mes membres. D'accord. Je comprenais pas encore à ce moment-là. Parce qu'en fait, comment ça se passe, le palu ? C'est quoi, en fait, la maladie ? Comment ça agit ? Alors, en fait, il y a plusieurs palus. Il y a les palus qui attaquent directement le cerveau. Le mien, c'est un palu viscéral. Donc, il commence par les viscères. Donc, ça va débuter par les reins, par le foie. Ouais. Ensuite, ça monte jusqu'au poumon. Donc, ça a été mon cas. Moi, ça s'est monté jusque-là. Ensuite, on m'a endormie et on m'a donné les traitements antibiotiques nécessaires. L'idée, c'est que celui-là, s'il monte au cerveau, c'est terminé. Donc, c'est ça qu'on m'a dit. Donc, en fait, ça remonte petit à petit. Toi, ça avait déjà atteint les poumons ? Ça avait déjà atteint les poumons. Donc, c'est pour ça qu'on m'a mise dans le coma pour mettre ce respirateur artificiel. Et j'étais sous dialyse, mes reins ne marchaient plus, ne fonctionnaient plus non plus. La chance que j'ai eue, c'est que mon cœur n'a pas été... touché. Donc ça c'est là oui, ça aurait pu être fatal quoi. Voilà, du coup ça c'était ma chance. Mais le palu en fait c'est pas la nécrose des membres, c'est pas lié au palu. Le palu ne conduit pas forcément à l'amputation, mais une angine, une grippe grave peuvent
amené à l'amputation. Quand les organes vitaux sont attaqués, le système immunitaire prend la décision d'enlever le sang des pieds et des mains pour le concentrer autour des organes vitaux. Si ça dure trop longtemps, ça fait sécher les membres et il sèche, il meurt, en quelque sorte. Et le traitement habituel pour le palud, c'est quoi ? Alors, en préventif, c'est la Malarone. Après, ce sont des antibiotiques. C'est un traitement antibiotique très, très lourd. C'est quelque chose de... Plus les antidouleurs, on m'a dit qu'on m'avait administré le maximum qu'un être humain peut supporter. Ah oui, donc tu avais les antibiotiques en perfusion, c'est ça, pendant que tu étais dans le coma. Je sais pas si tu vois les grosses seringues de réanimation qui sont à peu près grosses comme mon bras. J'en avais 10 de chaque côté. Oui, c'est énorme. Ah ouais, c'était... Ouais. Et du coup, est-ce que tu vois, parce que tu dis que tes pieds et tes mains nécrosent, est-ce que tu les vois petit à petit vraiment Non, nécroser ? parce que moi je suis dans le coma à ce moment-là. D'accord, en fait. J'arrive aux urgences, on monte en réanimation et au bout de 2 jours on me met dans le coma pendant une durée à peu près un peu plus de 2 semaines. J'ai fait 2 comas, on a essayé de me réveiller au milieu, mais c'était trop tôt, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est à mon réveil en fait que je commence à reprendre mes esprits, je commence à comprendre ce qui m'était arrivé parce que moi je sais pas. Ben oui. Mais on te prévient quand même qu'on te met dans le coma. Oui. Ouais, on m'a ça te fait pas peur à ce moment-là quand on te dit on va vous mettre dans le coma ? Non, parce que je me rappelle, je souffrais tellement. Je pensais pas qu'une douleur physique si intense était possible. Donc je me suis même pas... C'est bizarre ce que je vais dire, mais je me suis même pas rappelé que j'avais des enfants, que j'avais des parents, un conjoint, à qui peut-être j'aurais pu demander... passer un coup de fil pour dire au revoir au cas où je me réveille pas ou au cas où je meurs voilà, mais la douleur était trop forte en fait, il fallait que ça s'arrête. Si on m'avait dit on va vous euthanasier, j'aurais dit oui. Enfin c'est bizarre ce que je dis, je sais, mais c'est la douleur qui parle. C'est quelque chose qui rend dingue en fait. J'imagine. Donc voilà, donc je me réveille, on m'explique ce qui se passe, j'ai pas compris tout de suite. Donc tu te réveilles au bout de 2 semaines de coma. À peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Ils font quoi pendant ces 2 semaines en fait ? Ils continuent à te mettre les antibiotiques. Et voilà, c'est pour apaiser la douleur en fait. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'ils te disent les médecins ? Alors en fait, je vois mes pieds, mes mains qui sont marrons, marron noir. Ça a dû te faire un choc. Tu sais, on est sédaté quand même, donc on n'a pas toute sa tête. Je voyais des choses, voilà. Bon, alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que c'est les médicaments, il y en a d'autres qui disent d'autres choses, que voilà, tu reviens du coma et tu reviens pas tout de suite, complètement ici. Mais j'ai posé la question. J'ai dit, voilà, mes pieds, mes mains, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et on m'a dit clairement les choses, sans détour. Écoutez, voilà, ils sont nécrosés et la seule solution, malheureusement, c'est l'amputation. J'ai pas souvenir d'avoir été choquée par la réponse. Je me dis que peut-être... de toute façon, ils en ont parlé autour de moi quand j'étais dans le coma. Dans le coma, j'ai entendu la voix de mon conjoint me parler. Donc, je me dis que peut-être, en fait, j'avais déjà l'info, finalement. Ok. Oui, justement, j'allais te demander, parce que c'est vrai qu'on dit que beaucoup de personnes qui ont été plongées dans le coma parlent justement de ce qu'ils ont entendu. Est-ce que vraiment on est conscient quand on est dans le coma ? Toi, est-ce que tu te souviens de cette sensation quand tu étais dans le coma ? Alors oui, moi j'ai pas vécu la même chose que ma famille pendant ce coma-là, donc moi j'étais pas dans un lit d'hôpital, j'ai eu une expérience en effet dans cet état que je décris pas parce que c'est pas que c'est compliqué à décrire. Ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'il y a 2 ans de ça, quand j'entendais des gens raconter ça, je disais mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises, voilà. Et aujourd'hui en tout cas, je suis revenue donc avec la certitude que oui, on peut entendre les gens. D'accord. Alors moi, j'ai pas entendu tout ce qui se passait. Mais t'es conscient de ce qui se passe autour de toi ? Non, moi j'étais vraiment ailleurs, vraiment ailleurs, à faire autre chose avec. Voilà. J'étais en présence d'autres. J'étais avec d'autres présences ailleurs. Mais c'était quoi ces présences ? C'est ça que je peux pas décrire. C'était. Je peux dire avec quoi je suis revenue, comme une certitude. En tout cas, ça c'est sûr, ça je peux le dire comme apprentissage. Et c'est ça qui fait que, je pense que c'est ça qui me tient aujourd'hui et qui fait que finalement, ma vie, elle est comme elle est aujourd'hui. Comment dire ça ? Déjà, j'ai eu le choix de revenir. Ça, je sais. T'as eu le choix de revenir ? Oui. Il y a un moment, on m'a expliqué que j'avais le choix de revenir ou de terminer. C'est les médecins qui te disent ça ? Non. C'est les
Bon, voilà, c'est j'ai fou, compris ça à cet endroit-là. D'accord. Est-ce que tu vois cette fameuse lumière blanche au bout du tunnel? Non, moi j'ai pas eu ça. J'étais pas en mort imminente. J'ai pas été en état de mort imminente. Après, je suis allée à la recherche parce que ce que j'avais vécu me perturbait, quand même un petit peu. Et moi qui étais très cartésienne, j'avais besoin de comprendre. Donc j'ai cherché plusieurs témoignages et j'ai trouvé en effet plein de similarités. Ouais. Donc ça m'a rassurée en quelque sorte parce que je savais que ce que j'avais vécu n'était pas un rêve en fait. Ouais. C'était pas possible, c'était pas pareil. Et donc ça a un peu ébranlé mon côté cartésien en effet, forcément. Oui. Mais je suis revenue vraiment avec. Aujourd'hui, je sais qu'on choisit ses épreuves en fait. Donc, bien sûr que je continue, comme tout le monde, à me plaindre quand il y a un truc qui me saoule et que la vie va dans un sens qui m'arrange pas. Ouais. Mais il y a toujours un moment où je me rappelle, avec cette sérénité, en fait, que tu te rappelles pas, mais tu l'as choisi de traverser ce truc-là. Ouais, donc voilà. Tu dis que tu as fait le choix de revenir ou pas. Du coup, c'est quoi le choix de ne pas revenir? Du coup, c'est de se laisser mourir? C'est quoi, en fait? Alors, alors, j'ai besoin de dire quand même que ce que je raconte n'est pas la vérité. C'est mon expérience. Oui. Hein. C'est pas un truc universel. Oui, c'est ton expérience à toi. Je suis en train de raconter ce que j'ai vécu, moi, avec mes sens. Et, alors, mourir, oui, ici, en fait. Terminer cette expérience ici. Donc, ne plus être dans cette expérience de Lucie, Retaille, 42 ans, 3 enfants. Voilà. Ouais. Mais de poursuivre autre chose, choisir autre chose. Et comment tu reviens du coma, du coup? Est-ce que tu te souviens comment tu reviens? Alors, comme beaucoup de témoignages que j'ai pu lire, moi, je me rappelle pas avoir choisi de revenir. Je me rappelle du moment où j'ai compris qu'on m'a dit que, en fait, maintenant, je pouvais prendre le temps. Ouais. J'ai même eu du temps. Ouais. Je peux pas dire combien, je sais pas vraiment, mais j'ai eu du temps pour choisir, pour faire mon choix. C'est dingue. Mais je me rappelle pas du moment où j'ai choisi de revenir, et je me rappelle pas m'être dit bon bah voilà je vais revenir et puis sans mes pieds et mes mains. Non, ça s'est pas passé comme ça. Et t'as réfléchi pendant ce temps? Est-ce que t'as eu un moment de réflexion? Il y a eu un moment de réflexion. Ouais. Et t'as hésité longtemps? Qu'est-ce qui t'a fait revenir justement? Ben, c'est ça que je ne sais pas. C'est ça que je ne sais pas parce que il y a un moment quand j'ai compris que je pouvais terminer l'histoire ici ou la poursuivre, il y a eu un sursaut de me dire mais j'ai 3 enfants quand même. Ouais. Oui, c'est tes enfants. Mais c'est à ce moment-là en fait que je comprends qu'en fait c'est pas grave finalement. Il y a pas de drame. Il y a des drames apparents, mais en fait si j'avais choisi de ne pas revenir, les choses auraient continué avec une sorte d'ajustement parfait pour que mes enfants apprennent de ça. En fait, il y a pas de... C'est très dur à entendre ce que je raconte, mais il n'y a pas de drame apparent. Enfin, il n'y a que des drames apparents, il n'y a pas de drame réel dans les événements de ce qu'on vit. Mais ça aurait été un drame pour tes enfants de te Ça aurait été un drame dans l'histoire. Ouais. Ça aurait été un drame, en effet. Donc, voilà. Du coup, à ton réveil, donc les médecins t'annoncent qu'ils vont devoir amputer tes pieds. Ouais. D'abord les pieds. D'abord les pieds. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quand on te dit ça? Tu t'y attendais? Je pense que j'ai pas été choquée par l'annonce quand on m'a dit il va falloir amputer vos pieds, vos mains, mais quelque part j'attendais peut-être qu'on me dise finalement non, il y a une solution. Ouais. Le sang est revenu, le sang commence à revenir, ça va aller. Ouais, t'espérais jusqu'au dernier moment. Je crois que j'espérais. Et puis le jour où j'ai vraiment repris mes esprits, où on a enlevé un peu les médicaments, où j'étais claire dans ma tête, et là où on m'a dit clairement, madame, non seulement il n'y a pas d'alternative, mais en plus il faut se dépêcher parce que vos membres sont morts. Donc il n'y a plus la protection du système immunitaire pour les protéger, et donc vous risquez la septicémie, c'est-à-dire l'infection du sang, et donc le décès. Et là, là, je me suis dit, bon, là clairement le sol s'ouvre sous tes pieds, quoi. Ouais, j'imagine. Et là, tu vois tes pieds dans quel état? Alors, ils sont... Tu es déjà allé au Louvre? Oui. Les momies, t'as vu des momies à la télé? Voilà. Ah, vraiment dans cet état? Ah bah oui, c'est noir, c'est sec, c'est ton corps qui pourrit alors que t'es vivant. Mais ça va très vite parce que quand t'arrives à l'hôpital, tes pieds sont normaux. Ouais. Et 15 jours après, ils sont dans cet état. Ouais, 3 semaines après. En état de momification. Ouais. 3 semaines. Ouais. Ouais, ça va très vite, en fait. Ça va très vite. Ouais. Et t'as combien de temps pour prendre ta décision quand t'as l'amputation? Je suppose qu'on te force pas la main.
Non, il faut que tu sois d'accord, Ouais. bien entendu. Après, on m'explique qu'il faut pas attendre une semaine, 15 jours. Et moi, je leur dis, mais en fait, je suis pas prête. Ouais. Enfin, je suis pas prête. Bah, c'est le faire le deuil, quand même, d'une partie de son corps. Hein. Ouais. Puis j'étais danseuse et pianiste, donc je me dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. Et puis, on m'explique que l'intervention peut avoir lieu 2 jours plus tard. Et là, je leur dis, mais c'est quoi ? J'ai 2 jours là pour me décider. Et ils me disent, non, parce qu'en fait, là, il est 14h et si ça doit se faire dans 2 jours, il faut qu'on réserve le créneau de chirurgie avant 17h. Donc là, je comprends que j'ai 3 heures pour te décider. Pour réfléchir et donner une réponse. Ouais. Donc là, il y a tout qui passe. Il y a la rage, la peur, l'injustice, l'angoisse, la foi aussi. Je me raccroche à mon expérience du coma en me disant, rappelle-toi. Mais à ce moment-là, j'y arrive pas quand même. Il y a quand même... il y a tout qui sort, quoi, toutes les émotions. Et puis, à 17h, je me dis, bon, allez, j'ai 3 enfants. Est-ce que j'ai le choix, en fait ? Est-ce que vraiment j'ai le choix, là, en vrai, quoi ? En fait, c'est une question de vie ou de mort, donc tu choisis la vie, clairement, ouais. Donc, je choisis la vie, mais sans mes pieds. Ouais. Donc, je passe ce coup de fil. Tes enfants, ils réagissent comment ? Ils sont pas là à ce moment-là. Je les vois pas à ce moment-là. Ils sont venus quelques jours après, après l'opération. Elle dure combien de temps, l'opération ? Je vais pas te dire de bêtises, je sais pas, 4-5 heures, un truc comme ça. Ouais. C'est long. Ouais, c'est long. Tu te réveilles combien de temps après ? Les pieds, je me réveille tard. Je me réveille tard parce que il était prévu que... En fait, il y a quelque chose qui me terrifiait, c'était ma réaction. Quand j'allais découvrir mes jambes, en fait. Parce que... je dis ça souvent, ça fait rire, mais c'est vrai pourtant. Enfin, tu vois, tu te fais opérer de la hanche, tu te fais opérer du genou, des dents de sagesse, tu connais quelqu'un, ou la copine d'une copine, ou le cousin de la sœur de machin. Oui, qui a vécu cette opération. Et tu peux lui demander si ça fait mal, tu peux lui demander, tu vois. Mais moi, je connaissais personne, en fait. Et donc là, je me disais, mais comment on réagit quand on voit ses jambes coupées, en fait. Puis il y avait ce film avec Marion Cotillard de Rouillé d'os, je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr, oui, je connais. Où elle découvre, c'est pire, elle se fait amputer dans le coma, je crois, et elle découvre ses jambes amputées à son réveil. Mais suite à un accident avec un orque. Voilà, et du coup, elle est tellement effrayée par ce qu'elle voit qu'elle tombe du lit, elle rampe en hurlant, elle veut échapper à ses jambes. C'est terrible. C'est terrible. Et j'avais vu ce film, et j'adore ce film. Ça, je l'avais vu quelques années avant. Si j'avais su, je l'aurais pas regardé. Mais c'est vrai qu'effectivement, ne pas être prévenu et découvrir comme ça qu'on a plus de jambes, ça doit être effrayant. Ouais, moi, j'ai eu cette chance, en quelque sorte, de le vivre à mon réveil. Ouais. Parce qu'ils auraient pu t'amputer dans le coma. Ah oui. Ouais, ils auraient pu pour te sauver, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu réalises que t'as plus tes pieds, tu dois soulever la couverture. Comment ça se passe quand tu... En fait, je voulais pas. C'est-à-dire que comme j'avais peur, j'avais dit à mon conjoint de l'époque, on s'était mis d'accord pour regarder ensemble. Donc, ils avaient mis le drap de lit au-dessus du pied de lit. Donc, je voyais pas, en fait. Je voyais mon début de cuisse, puis après, le drap montait. Donc, je savais pas. Et je sentais rien. Il y avait la péridurale encore. Enfin, la péridurale, l'anesthésie. Donc, bon. Et je l'attends. Et à minuit, il m'appelle en me disant... Il me laisse pas rentrer. Il est trop tard, il me laisse pas rentrer. Là, je dis, ok, c'est pas grave, je t'attends, on verra ça demain. Moi, j'ai pas la force là. Donc, je vais dormir. Tu voulais être entourée, c'est normal. Ouais, je vais dormir et puis on verra demain. Et là, il y a les infirmières qui arrivent et qui m'apportent un verre d'eau. Et elles me disent, vous voulez boire un peu ? Je fais oui, vous avez le droit de boire maintenant, machin, tu sais, quelques heures après. Et là, elles me disent, vous êtes allongée, on va vous soulever pour que vous puissiez boire assise. Je dis, ok. Et donc, elles me soulèvent chacune par l'épaule. Et là, j'ai senti mes jambes, en fait. Donc, j'ai refusé de voir, mais la vie m'a confrontée à cette réalité en termes de sensations. T'as senti, vraiment qu'il y avait un manque. Ah oui. Comme, tu vois, si t'as des cheveux très longs, si tu te coupais les cheveux ici, tu bouges la tête, tu sens que il manque un truc. Là, c'était un peu pareil. Il manquait un truc. Ouais, c'est un deuil de perdre une partie de son corps. Comment tu fais le deuil de tes pieds ? Alors ça, j'en sais rien. Je pense que ça se fait comme tous les deuils, en fait. Ça se fait tout doucement, un peu, chaque jour. Et t'es en colère, toujours ? Non. Justement, ce moment-là où mon conjoint ne vient pas, où les infirmières me soulèvent, où je sens, elles partent. Là, je m'effondre parce que c'est le premier contact avec cette nouvelle réalité. C'est violent à ce moment-là pour moi. Je suis toute seule et je voulais pas voir parce que j'étais pas prête, mais
J'ai quand même été T'as confrontée été forcée, au choc, alors que j'étais pas prête. Mais en fait, j'étais prête. Si j'attendais d'être prête, on n'est jamais prêt à ça. Bien sûr, j'imagine. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai senti. Donc je me suis dit, j'y vais. Je vais soulever le drap. Après tout, c'est mon histoire, c'est mon corps. La présence de qui va m'aider à surmonter ce truc-là, franchement. Non, mais c'est vrai qu'il faut être courageuse pour comme ça, toute seule. Tu sais, des fois, devant une épreuve, on a peur. Si t'attends que l'épreuve vienne à toi, t'es terrifié jusqu'au bout. Alors que si tu te dis, non seulement elle vient à moi, mais moi je vais aller vers elle, quoi. Tu vois, c'est cette idée de faire un pas vers les pires choses. Tu reprends un peu le contrôle. Tu vois, je sais pas si tu vois cette sensation. Et du coup, l'action annihile la peur. Tu te mets en position de force, en fait. Tu subis pas la situation. Tu te dis, tu l'as subie, mais t'acceptes de la subir. Tu dis oui à ça, en quelque sorte. Et donc, j'ai soulevé. Et donc, j'ai vu que mes jambes s'arrêtaient à 15 cm en dessous du genou. Donc, à ce moment-là, ça a été terrible, mais c'était pleuré. Quand même J'ai plus pleuré à ce moment-là. Parce que... ok, c'est comme ça maintenant. En fait, il y a eu un peu ce truc-là. Donc, c'est pas... souvent, je parle d'acceptation. Les gens disent « Ah, t'avais déjà accepté ?» Oui, mais l'acceptation, c'est pas « Ouais, c'est cool, tout va bien. » L'acceptation, dans ma définition de mon vécu, ça n'engage que moi, c'est « Ok, ça arrive. De toute façon, j'ai pas le choix. Est-ce que j'ai envie d'essayer de faire avec ? Non. Mais est-ce que je vais le faire quand même ? Oui. Et je sais que je vais pleurer. Je sais qu'il va y avoir des moments horribles. Je sais que comme ça m'est arrivé, et voilà, je me suis retrouvée parfois dans ma chambre à quatre pattes en train de hurler ma rage. C'est des sentiments humains, c'est normal. Et donc, du coup, à chaque fois que je traversais ces périodes difficiles derrière, ça me reliait à ce moment d'acceptation. Je me disais, c'est normal. Donc, je me laissais le droit. Oui, ça passe par ça, l'acceptation. Voilà, c'est plein de sentiments. Donc, le deuil des pieds, c'est pareil. En fait, le temps est vraiment bien foutu. La vie est bien foutue. Petit à petit, on accepte. Et puis, à côté de ça, il y avait tout l'amour que j'ai reçu de plein de gens que je connaissais pas, parce que j'ai fait une cagnotte pour m'aider pour le financement. Donc, je recevais des messages d'encouragement tous les jours. Ça m'a porté énormément. Et puis mes proches, ensuite, après, on arrive sur le départ de mon conjoint aussi, qui a été un propulseur, on va en parler. Incroyable. Mais tes enfants, ils viennent te voir le lendemain de ton amputation ? Ouais, ils viennent me voir le lendemain ou le surlendemain, je crois. Donc au début, je demande à ce qu'on remette le drap au-dessus du pied de lit, parce que Tu voulais pas qu'ils voient tout de suite ? Non, je savais pas s'ils étaient prêts. Il fallait que je les voie d'abord. Ouais. Ils avaient quel âge à ce moment-là ? Ils avaient 15, 12 et 5. Ouais. Donc, je m'étais dit, moi, le choc que ça a été pour moi, eux, ils m'ont vu mourir. Parce que, oui, ils ont dû avoir hyper peur, quoi. Donc, je me dis, on va y aller doucement quand même. On va essayer de ménager un peu tout ça. Et puis, rapidement, j'ai vu que, ils l'ont pris allez, on y va, quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont pris sur eux. Je pense que ils voulaient pas montrer leur tristesse. Ouais, je pense. Je pour pense te préserver, quoi. Ouais, je pense que pour moi, ils ont pas voulu me montrer le choc. Ils ont été forts. Ouais. Donc ta famille est très présente, tes enfants aussi. Malheureusement, ton compagnon, lui, décide de te quitter. Ouais. Alors que t'es au plus mal. Ouais. Pour quelle raison ? Comment il te l'annonce ? Oula. Alors, je rectifie quand même. Il a été très présent pendant toute la période d'hospitalisation. J'avais pas du tout l'habitude de ça, forcément. Donc, je commençais à me dire, tiens, ça va peut-être être la fin de ça. Alors, c'était une relation dans laquelle j'étais pas heureuse parce que, c'était... il y avait des projets d'avoir plusieurs compagnes. Il y avait beaucoup de violence verbale. C'était quelqu'un qui était très en colère tout le temps. D'accord, ok, relation toxique, quoi. Ouais, et puis moi en mode aussi dépendance affective. C'est très chiant, dépendance affective. En fait, c'est une sorte. C'est chiant. Et c'est une sorte d'emprise aussi, finalement. Ça. Donc en fait, les deux s'imbriquaient bien. Bien lui sûr. Dans son délire un peu de colère, de manipulation, puis moi dans mon délire de victime émotionnelle. C'était n'importe quoi. Oui, mais ça arrive à beaucoup. Voilà, ça arrive à beaucoup. Et du coup. Ça faisait combien de temps juste que vous étiez ensemble ? Ça faisait 3 ans à peu près. D'accord, donc quand même un certain temps. Ouais. Et donc, il décide, 4 mois après mon retour à la maison, il décide de partir. Je le voyais très mal. En vrai, je pense que ça a été... je pense que ça a été extrêmement difficile pour lui de digérer... Enfin, comment on peut digérer ça ? Tu vois, t'emmènes
la personne que tu aimes dans ton pays, elle revient comme ça. Ouais. Il a culpabilisé, il a eu une forme de culpabilité. Je pense, même s'il y est absolument pour rien. Ouais, bien sûr. Je pense que ça, il s'en est jamais remis. Et puis, c'est quelqu'un qui est pas vraiment tourné vers les autres. Donc là, et puis bon, après aussi en fait, tout était prétexte à engueulade. Je parlais pas assez de lui dans les articles de presse lors de mes interviews. Il fallait que dans les vidéos, je demande au cadreur de dézoomer pour qu'on puisse le voir. Ah oui, trop reprocher ça. Des choses bizarres. Ouais, c'est bizarre. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et puis surtout, je faisais tout toute seule à la maison. En fait, c'est ça qui il t'aidait pas du tout? Non. Malgré tes amputations, on était déjà dans un système très patriarcal que j'avais accepté. Mais bon, là, c'est la situation différente, quoi. Là, dans la situation, je m'attendais à un changement quand même. Et ça n'a pas eu lieu, quoi. On a eu des discussions. Il y a des moments où je dis mais tu crois pas que c'est un peu normal que... Et il me dit non mais moi j'ai ma vie d'artiste à construire. Bon. Ah oui, pas du tout dans l'empathie, quoi. Alors que tu viens de subir. Il était dans l'empathie, mais pas celle-ci. Ah ouais. Mais il avait une forme d'empathie, comme tout le monde a sa forme d'empathie. Mais c'est dur à comprendre qu'il n'ait pas cette forme d'empathie alors que tu viens de subir le pire, t'as failli mourir. Après, je pense qu'il a été tellement ébranlé par ce qui nous est arrivé qu'il n'avait plus les idées claires, sincèrement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, j'en ai beaucoup voulu sur le coup, parce qu'il est aussi parti dans une violence verbale et physique pour le coup. T'avais pas besoin de ça en plus, franchement. Bah si, j'ai besoin de ça. Ah bon? C'est pour ça qu'il part en fait. Oui, ça a été le déclic, mais franchement, de subir de la violence verbale. Ouais, mais en fait, c'était très bien parce que comme j'étais dans une emprise, la violence physique, la violence verbale dans mon état et les phrases abjectes, en fait, m'ont aidé à couper. Parce qu'il y avait de la violence physique aussi? Juste le jour où il est parti. Ouais. Mais sincèrement, par rapport à tout ce que j'avais enduré, c'était rien. Ouais, mais bon. Donc, je me suis dit... mais c'est ça de plus à encaisser aussi, quoi. Alors, sur le moment, oui, mais c'était, je pense qu'il était nécessaire. C'est horrible ce que je vais dire, mais il était nécessaire que cette séparation soit violente pour moi me pousser à cette fois ne pas lui courir après pour le rattraper. Oui, ça a été un électrochoc, en fait. Ouais. Alors qu'on devrait jamais en arriver à des situations comme ça. On devrait jamais, bien entendu. Mais bien entendu. Après, ça fait partie de l'histoire. Et pourquoi ça fait partie de l'histoire? Parce que son départ m'a propulsée dans une vie que j'aurais jamais pu imaginer. Mais ça t'a libérée, une reconnexion à moi-même que j'avais même pas avant de le rencontrer, en vrai. Donc, quelque part, tu vois, si t'es... Je vais pas dire que je lui suis reconnaissante parce que ce serait mentir. Je suis pas Bouddha non plus. Oui, non, faut peut-être pas exagérer. Mais je suis reconnaissante de cette expérience malgré tout parce que j'ai appris à respecter mes besoins, à m'écouter. C'est ça. Il t'a recentré sur toi en fait. Ouais, vraiment. Et je regardais tout ce que j'avais vécu. Je me suis dit attends, pas maintenant là. Maintenant que j'ai vécu tout ça, c'est pas possible. J'ai pas pleuré pour ça. Et puis, je me disais... petit à petit, j'ai commencé à reconnecter avec... je peux dire ce que je veux, là, sans créer un tsunami. Je peux aller où je veux, je peux voir qui je veux. Enfin, pour moi, c'était des sensations quand même nouvelles. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, encore une fois, le soutien des gens, qui a été incroyable. Donc, voilà. Donc ça, c'était 4 mois après ton retour à la maison. Mais avant ça, donc on va revenir en arrière. Donc suite à ton amputation des pieds, les médecins t'annoncent que tu dois te faire également amputer des mains. Est-ce que tu t'en doutais aussi? Alors on m'a tout annoncé en même temps, les pieds et les mains. Ah, on t'a tout annoncé en même temps. Maintenant, les mains, c'est pareil. J'espérais peut-être qu'on puisse me dire non, finalement, il n'y a plus besoin. Et non, ça n'a pas été le cas. Mais en fait... Et tes mains, pareil, elles étaient nécrosées aussi? Ouais, pire. Ah, pire. Ouais, pire. Elles étaient... J'aime pas parler de ça parce que j'ai peur que ça choque les gens. Moi, ça me choque plus, mais c'est sec. C'est sec et noir. Ah oui, noir. Et fermé. Et en fait, tu pouvais plus les bouger, quoi. Ah non, du tout. Du tout. Oh là là. C'est momifié, en fait. C'est fou. Alors, c'est aujourd'hui des photos que je peux plus regarder, par exemple. Tu vois. Voilà. Je peux parler de ça sans être dans une émotion. Tout ça, c'est digéré, mais les photos, non, j'aime pas trop regarder ça. Ouais, ça doit être dur à regarder. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment t'appréhendes l'avenir sans pieds et sans mains? J'essaie de pas y penser sur le moment parce que c'est le trou noir, il y a rien.
Et à ton réveil, pareil, enfin là, t'as pas de drap, du coup, tu vois directement que t'as plus de main. Ouais, mais là, en fait, le processus était lancé déjà. Avec les pieds, je savais déjà dans quoi je rentrais finalement. Donc en fait, les mains, des fois, je dis que c'était une formalité. C'est pas vraiment vrai, mais presque. Ouais. C'est-à-dire, je me suis réveillée en salle de réveil, je me suis tout de suite rappelé où j'étais. Ouais. J'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête. J'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait comme ça. Ok. Et j'ai reposé. Mais t'avais déjà là, un peu le cheminement psychologique. C'était parti en fait. Ouais. Je savais que là, j'avais déjà fait des pas sur ce nouveau chemin dont je savais absolument pas à quoi il allait ressembler. Toi, tu faisais quoi comme métier ? Alors, j'avais été responsable export Asie-Afrique pendant des années, mais après, j'avais tout plaqué pour me consacrer à la danse et au piano. D'accord. Oui, donc des métiers manuels, comme on dit. Faut ses mains et ses pieds. Ouais. A priori. Alors, le piano, oui, en effet, faut ses mains. Ouais, oui. Danser, on n'est pas obligé d'avoir des pieds pour danser. Je le sais maintenant. Oui, c'est vrai que tu fais beaucoup de danse avec tes prothèses. Alors, surtout sans. Surtout sans, d'accord. À genoux, ça me permet d'avoir la mobilité de mon corps totale, ouais. Mais du coup, c'est tout cet avenir à repenser. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu perdu ? Est-ce que tu fais des projets sur le long terme ? Tu dis qu'est-ce que je vais faire ? À ce moment-là, non. Ouais. À ce moment-là, j'essaie de pas y penser parce qu'il y a rien qui vient. Et puis je peux pas y penser à ce moment-là. C'est pas le moment. Il faut que je digère tout ce qui me traverse. Ouais. Et à côté de ça, il y a toujours à ce moment-là ce souvenir de cette partie de moi que j'ai l'impression d'avoir contactée pour la première fois, qui est cette espèce de sérénité en tout ce qui arrive. Donc je me disais, bon, même si je comprends pas, même si ça me paraît quand même, dramatique au possible, il y avait quand même une partie de moi qui ne croyait pas à ça, ne croyait pas à ce drame-là. Donc en même temps, ça doit être dur pour le cerveau d'accepter ça, quoi. Bah ouais. Je me sentais un peu schizophrène. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que pour le cerveau, ça doit être un choc, quoi. Il y a l'état de sidération. Il y a après, la colère est arrivée après, en rééducation. La colère, les larmes sont arrivées en rééducation. Oui, justement, j'allais te demander, du coup, est-ce que tu as eu de la rééducation et combien de temps ça a mis, cette rééducation ? Alors, j'ai eu 4 mois de rééducation. J'aurais dû avoir beaucoup plus long. D'accord. J'aurais dû avoir à peu près 1 an. Ok. Mais j'ai eu 4 mois de rééducation à temps plein. Ouais. Des mains, enfin des jambes et des bras. Ouais. Okay. Les deux. D'abord, on te remuscle pour s'assurer que tu es capable de tenir sur des prothèses. Parce qu'en fait, quand tu marches avec des prothèses, tu tiens l'équilibre. Tu n'as plus de plante des pieds pour faire l'équilibre et tu n'as plus de cheville non plus. Et il y en a qui n'ont même plus leurs genoux. Moi, j'ai de la chance, j'ai mes genoux encore. D'accord. Mais du coup, tu tiens ton équilibre avec le haut de ton corps. Parce que Donc, il faut les fessiers, les abdos et les quadriceps. Ok. Parce que du coup, tout de suite, on t'apprend à marcher avec les prothèses. Tout de suite, on te remuscle d'abord. D'accord. Parce que j'avais perdu 10 kilos dans le coma. Ah bah oui. En 3 semaines. Donc, en 3 semaines. Avec les amputations, donc en 1 mois, j'avais perdu 10 kilos. Et du coup, on te remuscle d'abord. D'accord. Et au bout de 3 semaines, on m'a dit, t'es prête. Ok. T'es prête pour essayer. Oui, du coup, c'est quoi la sensation que t'as ressentie pour la première fois quand t'as mis tes prothèses pour les jambes ? Comment on appelle ça d'ailleurs, les prothèses Des prothèses, des pieds prothétiques. Ok. T'as que des prothèses pour les jambes ? Alors j'en ai pour les mains, mais je les utilise peu. D'accord. Parce que c'est lourd et c'est pas pratique. Et, je me débrouille bien sans. D'accord. Donc je les utilise pour certains gestes du quotidien, mais pas tous. D'accord. Mais marcher avec des prothèses, c'est comme si tu te mettais à genoux par terre, tu soulèves les pieds et tu restes en équilibre juste sur tes genoux. Et tu marches comme ça, mais sur des échasses de 30 cm. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que ça prend du temps. Ok, parce que non, mais c'est vrai que moi j'ai vu tes vidéos et ça a l'air très naturel. Enfin, même moi, je t'ai vu marcher. Alors maintenant, c'est naturel. Oui, ça a l'air très naturel. Mais j'ai mis 1 mois et demi, 2 mois à tous les jours m'entraîner. D'accord. Et c'est physique, du coup ? Oui, dans le sens où l'équilibre, tu le compenses avec les muscles que tu as ailleurs. Et pour marcher, t'as pas de mollets, tu vois, t'as moins de muscles pour te déplacer. Donc quand tu marches ou que tu cours, c'est uniquement à la force de tes cuisses qui portent un poids mort de 3 kilos. Ça prend du temps. Ouais. C'est 3 kilos chaque à peu près, 3 kilos chaque pied. Oui. Ouais. Est-ce que les prothèses, on te les fournit à l'hôpital ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que ça coûte cher ? C'est toi qui dois les payer ? Comment ça se passe ? Ça dépend ce que tu choisis. La sécurité sociale rembourse des pieds de base. Après, toi, si tu veux mieux que ça, tu payes de ta poche. On t'aide pas du tout. On t'aide même pas d'1 euro. Et ça coûte combien ? Alors, ce que j'ai au pied, là, ça coûte 10 000 euros. Ah ouais.
Tu vois, les deux, donc la c'est paire. un certain coût. Et moi, j'ai choisi ça parce que je me sens bien dedans. Et c'est un pied qui, pour moi, se rapprochait le plus de tout ce que j'avais essayé. Mais ça n'a rien à voir avec un pied humain. Mon Dieu, non. Ouais, j'imagine. Mais c'est un peu mieux que tout ce que j'avais eu. Donc, j'ai pu acheter ça grâce au don des gens. Ok, oui, grâce à la cagnotte que tu as mise en ligne. Ouais. C'est super, ça. Et donc, je voulais un pied où je pouvais courir un peu si jamais je devais sauver ma peau ou sauver la peau de mon enfant. Ah oui, bah ouais. On va parler justement après de ton quotidien de maman. Mais c'est vrai qu'on dit qu'après une amputation, il y a encore des sensations au niveau des membres. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est vrai. D'accord. Donc t'as encore les sensations de tes membres partis. Ouais. Je peux compter sur mes doigts encore. C'est vrai ? Ouais. C'est marrant. Ok. Ouais. Est-ce que ça te gratte des fois des endroits Ouais. Alors ça, c'est le pire. En fait, ce que je ressens tout le temps, en permanence, c'est des petites fourmis, comme des petites fourmis sourdes dans les pieds et dans les mains. Ça, c'est pas dérangeant, je les oublie. Là, je les sens parce qu'on en parle, donc comme je suis focalisée dessus et que ce sont des sensations, c'est quelque chose qui est déclenché par le cerveau, plus tu y penses, plus tu les sens. Il y en a pour qui ça disparaît. Moi, ça disparaît pas, mais je vis avec très bien. D'accord. Maintenant, il y a des fois où, en effet, ça gratte. Donc, en fait, ça peut te gratter sur un pouce ou un orteil que tu n'as plus. Mais c'est dingue. Et comment tu fais, du coup, pour soulager il faut penser à autre chose. Ah ouais. Bah oui, parce que tu peux pas gratter. Mais c'est que dans ta tête, du coup, t'as vraiment la sensation. Ah ouais, ça te gratte. Ah ouais. Ça te gratte, mais tu peux pas. Ça, c'est dingue. Ça, comme le cerveau, en fait. Oui. Le cerveau est capable de créer des douleurs. Ouais. Le cerveau est capable de créer des sensations illusoires. Ça a dû te faire bizarre la première fois que t'as ressenti ça ? On ressent ça tout de suite, en fait. Et on nous explique tout de suite. Donc, on prend des médicaments pour réduire ça. Et puis, j'ai arrêté les médicaments. J'en avais marre. Dans ton quotidien, comment ça se passe avec donc tes 2 mains et tes 2 pieds en moins ? Est-ce qu'il y a des gestes du quotidien qui deviennent beaucoup plus compliqués ? Par exemple, prendre une douche, se faire à manger. Qu'est-ce qui te donne le plus de mal ? Le plus de mal, faire à manger quand même. Faire à manger, c'est chronophage, c'est énergivore pour moi. Donc, je me fais aider beaucoup pour ça. Tes enfants qui t'aident ? Mes enfants, et puis j'ai une aide ménagère à domicile, donc des fois elle fait aussi, enfin elle est pas là tout le temps, mais elle vient plusieurs heures par semaine, et des fois je lui demande de me couper quelques légumes pour que je puisse... Donc ça, je pense que c'est le plus pénible. Mais après, il faut tout réapprendre, donc je peux respirer, parler, manger, respirer, parler, dormir, penser comme avant, mais tout le reste, m'habiller, prendre ma douche, manger, utiliser le téléphone... Tout est différent, il a fallu trouver une solution pour tout. Il faut réapprendre en fait ces gestes. Tu dois réapprendre à vivre. Mais du coup, tu revis. J'ai revécu mes premiers pas. Ouais. Comme un bébé, en fait. C'est-à-dire que j'ai attendu que personne me regarde parce que j'avais pas le droit de marcher sans déambulateur. D'accord. J'étais sur la table de mon salon. Je voyais l'évier de ma cuisine, enfin la table de la cuisine. Je voyais l'évier de ma cuisine qui était à 3 mètres. Et comme un bébé, en fait, je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, en fait, tu revis tes premières fois. Tu revis les joies de ta première fois. La joie de remanger tout seul. C'est pas comme un enfant de 3 ans qui dit, maintenant, je mange tout seul comme un grand. Mais c'est la même sensation, je pense. Et c'est des petites victoires, en fait, comme ça, qui s'accumulent au quotidien. Ouais. Donc, t'as plein de petits deuils, mais t'as plein de petites victoires. Et les deux, ça fait ta vie pendant 1 an. Tu fais que ça a mis 1 an à ce que vraiment tu te sentes complètement bien dans ce nouveau corps ? Alors, pas en autonomie, je suis encore pas autonome sur tout, et peut-être que je suis arrivée là au taquet de ce que je peux faire. Mais bien dans mon nouveau corps, ça a mis un peu de temps, on m'a aidée à ça. Encore une fois, la vie m'a envoyé les bonnes personnes, une photographe, Lali Proust, que j'embrasse, qui m'a dit, écoute, moi je fais de la photo thérapeutique, j'ai envie de t'aider. Viens, je t'offre une séance. Et donc, on a fait une séance photo. Ça faisait 1 an à peine que j'avais été amputée. Et ça m'a aidée. Trop bien. Ouais. Mais il y a plein de gens comme ça, mon Dieu. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont offert leur aide. Mais ce monde, il est magnifique. Faut arrêter de regarder BFM. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as vu des psychologues, du coup, parce que tu parles de personnes qui t'ont aidé, est-ce que tu as vu des psychologues ? Alors, j'ai vu les psys qu'on m'a proposés dans tous les hôpitaux auxquels je suis passée, dans 4-5 centres médicaux en tout, avec tout ce qui m'est arrivé. Je les ai vus à chaque fois, mais ça m'aidait pas plus que ça. J'avais déjà fait une psychanalyse quand j'étais plus jeune. Ça m'avait bien aidé à comprendre tous mes mécanismes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à une coach. Quand mon conjoint est parti, ça a été le coup de grâce un peu pour moi. Et je me suis dit,
J'ai besoin d'un petit coup de... Ouais. Donc j'ai fait appel à une coach pour te remotiver, pour te rebooster, quoi. Pour m'aider à traverser ça un Ouais. petit peu plus vite. Ouais. Et ça a été super, ça a fonctionné. Ça a été bénéfique. Ouais. Tant mieux. Ouais, génial. Tu es maman solo, du coup, donc ça devait être d'autant plus difficile de t'occuper de tes enfants suite à ces amputations. Ouais. Comment t'as fait pour assurer ton rôle de maman ? J'ai fait comme j'ai pu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire. Manger 5 fruits et légumes par jour, cuisiner frais tous les jours, que la maison soit parfaitement rangée, enfin, toutes ces espèces de lubies. Alors, j'étais pas une maniaco, mais je veux dire, toutes ces choses, tu sais, du CV de la maman parfaite. Que tu t'imposais finalement. Que je m'imposais un peu, je pense. J'étais un peu enfermée dans ce machin. Ouais. Bon, bah, ça, forcément, tu lâches. Là-dessus, voilà. Votre chambre, elle est pas rangée, c'est pas grave. Par contre, est-ce que vous pouvez faire à manger, quoi. Enfin, on était là-dedans quand même. Et puis, là où c'est un peu dur pour moi, c'est que je pense que du coup, j'ai été un peu dure avec eux. J'ai été un peu en mode militaire. C'est-à-dire qu'il fallait tellement que ça tourne. Il fallait tellement que... Parce que le père ne pouvait plus s'en occuper. Alors, le conjoint qui est parti, c'est pas le père des trois. Oui. Bien heureusement. Mais pour le coup, le père est en maladie très longue durée. Il est incapable de s'en occuper. D'accord. Donc, tu as la charge totale de tes 3 enfants. Donc, j'ai la charge totale à 100% des 3 enfants. Donc, c'est énorme. C'est une grosse charge. C'était très, très dur. Et j'ai été un peu militaire. Et si j'avais pu faire mieux, je l'aurais fait. J'aurais aimé pouvoir faire mieux. Après, heureusement que tu n'avais pas que des enfants en bas âge. Tu avais quand même des grands qui ont pu prendre le relais, je suppose. J'ai des enfants extraordinaires. C'est des oufs. Oui, ils t'ont beaucoup aidé. Du coup, ils faisaient à manger. Ils faisaient à manger. Alors, il y avait l'aide ménagère aussi qui s'est mise en place. Mes parents aussi sont beaucoup venus, des amis. Enfin, j'ai un entourage de malades mentales. J'en serais pas là sans eux aujourd'hui, quoi. Tu dis que tu as été dure avec eux, mais est-ce qu'ils t'en veulent aujourd'hui ? Non, ils comprennent. Ou alors ils le disent pas. Mais je pense qu'ils comprennent. Ils comprennent. Après, mon fils, c'est un peu plus dur pour lui toute cette expérience. Mais on avance ensemble, on apprend ensemble. Moi, j'apprends à changer aussi. De toute façon, je fais que ça là depuis 2 ans. Mais voilà, une famille, on apprend ensemble. Est-ce que tu as retrouvé l'amour du coup ? Alors. Je sais pas quoi te répondre. Elle m'embête ta question. Est-ce que juste avant, est-ce que quand t'as eu tes pieds et tes mains amputés et que ton compagnon est parti, est-ce que tu t'es dit en fait je retrouverai plus jamais quelqu'un, c'est fini pour moi Parce que le handicap ça peut faire peur en fait. Je me le suis dit, puis ça fait partie des choses qu'il m'a dites aussi. Ah oui. À un moment, il a essayé il m'a proposé qu'on revienne ensemble quelques semaines après. Et il m'a dit, si on revient pas ensemble, de toute façon, tu trouveras plus jamais personne d'autre. Et ça, encore une fois, c'était un cadeau. Encore sympa, cette phrase, un gros cadeau, cette phrase, parce que ça m'a encore aidé à couper le lien. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Alors, pour le coup, j'ai été contactée par beaucoup d'hommes. Pas que du de façon bienveillante quoi. Pas que du sein aussi. D'accord. Bon voilà, il y a un peu de tout mais bon voilà, on sait ce que c'est. Mais ils t'ont contacté parce qu'ils t'ont vu dans des interviews. En fait avec les interviews qui arrivaient, forcément ça t'expose un peu plus. Et il y a aussi des gens, et c'est vrai, et il y a aucun souci avec ça, qui ont un attrait pour les femmes amputées. D'accord. Ou les personnes handicapées en général. Comme un fantasme en fait. Ouais, c'est ça. Ils trouvent ça beau en fait. Donc comme moi j'aime bien les grands brins par exemple, ou voilà tu vois. Donc il y a pas d'explication à ça, mais c'est vrai que du coup forcément j'ai attiré pas mal d'hommes comme ça. Donc au début bien sûr je me suis dit, Lucie, t'as 42 ans, t'as 3 enfants, t'es solo, t'es amputée, ça pue quand même. Il y a un moment je me suis dit ça, je me suis dit je vais finir seule toute ma vie. Et puis il y a eu cette vague de soutien des gens, et puis c'est vrai. Plusieurs centaines d'hommes qui... c'est fou ça. Ouais. Et t'en as rencontré quelques-uns ? Non. Alors, au départ, je répondais. Ok. Je pense que j'avais tellement peur de rester seule que je voulais me recaser. Et puis en plus, on va pas se mentir, ça flatte l'ego. Aussi. Ça me faisait du bien, même dans mon acceptation du corps, tu vois, sûr, voilà, de te dire que t'es amputée, mais en fait, pour certains hommes, t'es belle. T'es belle, comme ça. C'est pas fini, quoi. Donc ça m'a fait du bien, beaucoup de bien, mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, j'avais pas la tête à ça là. Il y avait une urgence, c'était mes 3 enfants, première chose. Et il y avait une deuxième urgence qui jusqu'ici n'avait jamais été une urgence, qui était moi. Donc me connaître mes besoins, pour ne plus retomber dans le piège dans lequel je m'étais enfermée toute seule avec cette relation. Apprendre de moi, écouter mes besoins, vivre ma vie.
Maintenant qu'il m'est arrivé ça, ah mais merde, il y a intérêt que ma vie elle soit dingue. Ouais. Voilà, c'est un peu ça que je me disais. C'est fou, t'as complètement une autre vision de la vie. Ouais. Bah ouais, parce que c'est elle qui m'a enseigné, si tu veux, dans le sens où je dis souvent ça. Alors, les gens qui regardent beaucoup vont me dire, mais elle dit toujours la même chose dans ces interviews. Mais ça, je le dis à chaque fois parce qu'en fait, c'est le plus significatif pour moi. Avant, j'écoutais ce qui se passait dans ma tête, donc le mental, tu vois, qui dit ça c'est pas possible. En fait, ça, on se met des barrières, invisibles. On est notre pire meilleur ami. C'est vrai. J'aurais une meilleure amie qui me traitait comme je me traitais avant, je lui aurais mis des coups de pied aux fesses depuis longtemps. Tu vas pas y arriver, t'es nul, tu vois, celui-là il te regarde bizarrement, t'as dû faire quelque chose. Mais c'est humain, j'ai l'impression, on se dit tous ça. Ouais, on a tous ça, on a tous ça. Si on est très honnête, c'est vrai, on a quand même tous ça. Et donc moi, je me laissais guider par ce truc-là. Donc je croyais que j'avais une limite, telle limite, telle limite, telle limite. Et la vie m'apprend ce que c'est qu'une limite, une vraie, tu vois, avec ce handicap. Voilà, c'est limitant, bien entendu. Je pète 3 verres par semaine. Tu vois, bien sûr. Voilà, donc c'est limitant. Mais du coup, quand tu apprends ce qui est vraiment limitant, tu apprends ce qui était... En fait, il n'y avait pas de limite, finalement. Voilà, là où les limites n'existaient pas, en fait. Tu vois toutes les histoires que tu t'es racontées pendant 40 ans. Et des histoires, mon Dieu, on se raconte énormément. Donc, il y a eu ça. Donc, si tu veux, ça te donne des ailes. Ça m'a fait dire oui à tous les projets qu'on me proposait pour lesquels mon cœur avait envie d'aller. Tu vois, avant, j'aurais dit, je sais pas, est-ce que je suis légitime ? On arrête ça maintenant. On va parler de tes projets juste après. Mais du coup, est-ce que tu as trouvé l'amour ? Parmi tous ces hommes. En fait, ta question m'embêtait et inconsciemment, je l'ai évitée. Oui. Alors, j'ai pas trouvé l'amour parmi tous ces hommes parce que je me sens pas prête à ça. D'accord. Par contre, j'ai en effet le soutien de quelqu'un en ce moment. Ok. Donc, bon, je sais pas comment appeler ça, mais en effet, c'est une personne qui arrive dans ma vie de manière totalement inattendue et qui vient penser tout ce qu'il y a à penser. C'est-à-dire que c'est un homme respectueux, c'est un homme bienveillant, c'est un homme doux, c'est un homme pourtant qui a une personnalité affirmée, mais c'est tout ce à quoi j'étais pas habituée en fait. Ouais, ça a dû te faire bizarre, quoi. Je redécouvre parce que c'est une relation saine, quoi. Ouais, et authentique. Ouais. Donc je découvre, je crois, à 43 ans maintenant. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Franchement, c'est trop bien. Mais c'est vrai que je me sens pas aujourd'hui prête à m'engager. Ouais. Tu préfères prendre ton temps. Mes enfants, moi et mes projets. T'as bien raison. C'est égocentrique, mais j'apprends à l'être. Franchement, il faut l'être parfois. C'est important de penser à soi. C'est vrai. C'est ça. Donc du coup, tu as plein de projets. On va y venir, et pas des moindres. Je vais commencer par le plus gros, parce que vous allez voir. C'est celui de gravir le mont Fuji. Ouais. C'est fou. Ouais. Alors comment ça t'est venu, cette idée de gravir le mont Fuji ? Pourquoi tu t'es dit, allez, je veux faire cette ascension incroyable ? Alors, c'est pas mon idée, en fait. J'ai toujours aimé la montagne, et puis j'ai une personnalité de défi, quand même. Alors, est-ce que c'est de l'orgueil, bien ou mal placé ? Je m'en fiche, mais moi, les défis, ça m'amuse. C'est comme ça que j'ai marché vite aussi. C'est comme ça que je m'en suis sortie vite aussi, je pense, de tout ça. En fait, j'ai rencontré forcément, avec cette exposition un petit peu que j'avais sur les réseaux, plein d'associations m'ont contactée. Et donc, il y a une association qui s'appelle No Difference, alors No N-O, No Difference en fait, qui est suisse, qui est basée à Genève. Et donc, j'ai cet homme qui me contacte, Claudio, que j'embrasse, et qui me dit viens nous rencontrer à Genève, on a des projets pour toi. Je dis ouais, c'est ça, enfin, comme tous les autres. Voilà. Et je me dis bon, j'y vais quand même. Et là, au bout de 5 minutes, il me fait asseoir sur un canapé, il me dit est-ce que tu veux venir avec moi, on va gravir le mont Fuji ensemble. Incroyable. Et là, je comprends que c'est un homme de défi, c'est un champion d'arts martiaux, c'est un enseignant, c'est un mentor d'une sagesse, voilà. C'est quelqu'un qui est devenu important pour moi, du coup. Et donc, on a ce projet. Après, il n'y a pas que ça. Il y a Abu Dhabi en novembre, il y a le mont Olympe en 2026. Pour marcher sur les premiers Jeux. Les Jeux Olympiques, on va y venir, parce qu'on l'a vu aux Jeux Olympiques, tu as fait une intervention sur l'écran géant, où tu parlais d'ailleurs du regard des autres dans ce discours. Toi, est-ce que ça t'a pesé, le regard des autres, après tes amputations ? Oui et non. Alors, ça m'a pesé, et en fait, ça a arrêté de me peser à partir du moment où le mien ne me pesait plus. Donc, en fait, c'est pas les regards des autres qui nous pèsent.
Il y a quand même un petit peu d'honnêteté à avoir et de courage. C'est quand on s'aime pas, quand on se plaît pas, le regard des autres, il pèse, c'est tout. On s'imagine des trucs, encore une fois, c'est cette partie-là de nous qui parle. Si on décide de la croire, en effet, le regard va peser. J'ai mis du temps à accepter de me regarder dans la glace. Mais une fois que c'était fait, grâce notamment à l'intervention de Lali et d'autres personnes, à partir du moment où moi je me suis acceptée, le regard des autres ne me pèse absolument pas. Et quand je vois que... tu vois, je suis venue en train aujourd'hui. Je vois parfois, dans la rue ou dans le train, les regards, je les sens. Mais des regards, c'est quoi? Des regards de pitié? Il y a des regards de pitié, il y a des regards de dégoût, il y a des regards de dégoût? Oui, bien sûr. Il y a des regards de surprise. Je sais pas. Et attention, ça c'est mon filtre, encore une fois. Ça se trouve, c'est pas ça que les gens ressentent. Mais ça parle d'eux. Ça parle de leur peur de la différence, ça parle de leur peur du handicap. Moi-même, j'étais pas à l'aise avec les personnes handicapées avant. Comment je pourrais ne pas les comprendre? Donc j'ai pas de problème avec ça. Le monde évolue, chacun évolue, chacun a sa vision. Les visions, elles sont là pour changer, mais ça va. Je suis pas une militante. Je vis ma vie. S'il y en a que ça inspire, c'est cool. S'il y en a à qui ça enlève la peur du handicap, tant mieux. S'il y en a, c'est pas le cas, je leur souhaite un jour de s'apaiser sur ça. On se sent mieux. Donc l'ascension du mont Fuji, ça se fait pour quand? C'est pour début juillet. Début juillet, ouais. Ah, mais donc bientôt là. Ouais, bientôt. Comment tu te prépares à cette ascension? Alors, la salle de sport. D'accord. Donc, je passe 1 heure sur le tapis, pente maximale. Voilà. Et je transpire. Bon, on va suivre cette ascension. Je suppose que tu vas poster sur les réseaux sociaux. Oui. Ça va, t'as pas peur? Tu te sens prête? En fait, prête. Maintenant, j'arrête de me demander si je suis prête pour les choses parce que je sais que ça sert à rien. Donc, je me dis, voilà, la date arrive. Je vais tout faire pour être la plus prête possible. Et puis, il se passera ce qui se passera et ce sera génial comme ça. Donc, on l'a dit, tu continues la danse. Ouais. Donc ça avec la compagnie des Cabelles, un soulagement de pouvoir continuer ta passion. Ouais, ça c'est chouette. Et professionnellement, du coup, est-ce que tu as dû te reconvertir? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que la danse, en effet, peut être une source de rémunération. Elle l'est déjà un petit peu. Les projets sportifs aussi, il y a toute une histoire de sponsors derrière ça. Et puis, il y a un livre en cours de finalisation qui sortira à l'automne. Et puis, je fais pas mal d'interventions dans les écoles. Je suis contactée par des entreprises pour raconter, voilà, mon parcours, tu vois, les espèces de, comment ils appellent ça, les parcours inspirants, tu sais, dans les séminaires, voilà, ou les écoles, à des moments où des enfants sont en recherche d'orientation, comment faire un peu péter les limites dans la tête pour vraiment suivre c'est hyper intéressant. Que toi tu veux vraiment. Ah, c'est génial, donc tu as dédié en fait ta vie à ça, quoi. En fait, c'est les gens qui, j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait pour ça, tu vois, j'ai fait aucune démarche, c'est venu tout seul. Ouais. C'est ça qui est hyper confortable, quelque part, pour moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas de magie derrière ça, tu vois. Parce que ma vie était un enfer avant, dans cette relation toxique où je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en la vie. J'étais emprisonnée dans un truc où il ne se passait rien à part du malheur. Il m'arrive ça, qui est très dur, mais je décide de l'accepter, d'avoir confiance, de lâcher mes démons. J'essaie de commencer à croire en moi. Et là, il y a des gens qui arrivent en rafale pour m'aider et me proposer des choses qui n'ont jamais fait autant de sens dans ma vie. Mais mon Dieu. Enfin... Quand je dis mon Dieu, attention, mais je veux dire, c'est dingue. Ouais, c'est énorme. Ouais. Si tu avais une machine à remonter le temps, est-ce que tu aurais pris ce Malaron à ce moment-là, ton voyage au Gabon? Ça, c'est compliqué. Je répondrai pas à ta question comme ça parce que sinon, ça pourrait vouloir dire les gens ne prenez pas la Malaron. Et je ne peux pas dire ça. Est-ce que tu regrettes ce qui t'est arrivé? Non. C'est plus ça ma question. Non, je regrette pas ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est mon chemin. Ça m'apprend plein de choses. Ça m'apprend à gérer l'échec. Je savais pas gérer l'échec. Ça m'apprend à être bienveillante avec moi. Du coup, je suis plus bienveillante avec les autres. Ça m'apprend cette humilité devant la vie. Il y a Socrate qui dit « Désolé Socrate, c'est chiant », mais en fait, c'est pas chiant. Elle est pas chiante, cette phrase. Elle est hyper importante. Il dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et ça fait du bien, en fait. Et... En fait, ça t'a donné une énorme leçon de vie, quoi. Ouais. Ouais, puis je suis vachement... Enfin, bien sûr, ce handicap, il me saoule tous les jours, évidemment, et je peste, bien entendu, mais comme plein de gens pestent pour d'autres choses. Mais j'ai appris tellement, et j'ai tellement encore à apprendre.
j'ai compris maintenant à quel point il faut se montrer petit devant la vie et arrêter de vouloir la contrôler. Et quand on s'ouvre à cette magie-là, il se passe des choses incroyables. Donc ça vaut plus que des pieds et des mains, ça. Mais bien sûr, si vous partez dans des zones à risque, prenez le médicament, prenez le Malaron, c'est très important. Oui. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu auras un conseil à donner à toutes ces personnes qui se retrouvent en situation de handicap un peu du jour au lendemain ? Le conseil que j'aurais... c'est même pas un conseil pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap, parce qu'en fait, le handicap, c'est quoi ? C'est une épreuve. Comme les personnes catégorisées valides en ont aussi. Il y a la maladie, puis il y a les ruptures, il y a les deuils, il y a plein de choses. Un conseil pour l'acceptation ? Ouais. En fait, c'est un exemple de résilience quand même, c'est fou. Ouais, après la résilience, pour moi, c'est... tu vois, merci, t'es en train de m'aider. La résilience, pour moi, c'est pas la force. C'est la capacité à savoir naviguer entre les moments très durs, parce que c'est dans ces moments très durs que la force se révèle, finalement. C'est pas quand tout va bien que la force est là. C'est quand c'est très dur et qu'on accepte d'être triste, qu'on accepte d'être balayé par la vie. Moi, cette expérience m'a montré une force, mais plus une présence que je me connaissais pas. Je pense que l'expérience que je fais, même si ça sort d'un tiroir, c'est pas moi qui le dis, il y en a plein qui l'ont dit avant moi, mais moi j'ai pu l'expérimenter. Quand on arrête de lutter, en fait contre la vie, il se passe quelque chose quand même. Je parle pas de foi, de religion ou quoi que ce soit. Quand on décide de dire ok, à ce truc qui pue en apparence, ça dévoile quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place finalement, et ça déroule une sorte de pas un tapis rouge ad vitam aeternam, c'est pas ça que je dis, mais ça aligne en quelque sorte. Et donc l'invitation que j'ai à faire, que j'ai du mal moi-même à faire tous les jours, et l'invitation que je ferai là, si vu que tu m'en donnes l'opportunité, c'est ça. C'est quand il arrive quelque chose de bien dans notre vie, on lutte pas contre. On se laisse envahir par une émotion qui est agréable, ok. L'idée, c'est d'essayer de faire la même chose pour les événements plus désagréables et les émotions plus désagréables. C'est-à-dire que la chose arrive, c'est dur, ça fait mal. On a la gorge serrée, on a la poitrine, ça va pas, on a mal au ventre, on n'est pas bien, il n'y a rien qui va. L'idée, c'est d'essayer de faire pareil, c'est-à-dire, ok, j'essaie de me détendre là-dedans, j'essaie d'accepter, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Je suis pas assez intelligent pour comprendre. Il y a un truc de plus intelligent que moi qui s'appelle la vie, qui a une pédagogie, une bienveillance pas possible. Et j'essaie de faire confiance à ce truc-là. Et je pense que quand on essaie d'arriver à cette posture, le plus possible, pas tout le temps, est-ce que c'est possible tout le temps, j'en sais rien, mais le plus possible, de se rappeler de ça et d'avoir cette espèce de confiance, il se passe quelque chose derrière. En tout cas, c'est mon expérience. Merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. C'était une très belle leçon de vie. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, très bon moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Gossip Room.